Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La porte de la Bentley Continental s'ouvrit, et une chaussure anglaise à 3000 $ posa le pied droit dans un pot de peinture bleue. Sophia n'eut même pas le temps de crier. Attention! Les dégâts étaient faits. La peinture éclata comme des feux d'artifice sur le trottoir, éclaboussant partout les pantalons de costume marine de l'homme le mieux habillé qu'elle avait vu en 3 mois de vie sur ce coin de rue à Charleston, en Caroline du Sud. Et elle ne put se retenir. Elle rit aux éclats. Le genre de rire qui s'échappe quand vous savez que vous venez d'assister à quelque chose qui va soit se transformer en une grande histoire, soit en un procès. L'homme baissa les yeux, puis les posa sur elle, puis revint à la tache bleue, qui formait maintenant un cœur tordu sur le côté de sa chaussure en cuir véritable. Sérieusement? Marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Sophia se mordit la lèvre, essayant de se ressaisir, mais il était trop tard. Le rire s'était déjà échappé, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. « Désolée, dit-elle, en essuyant ses mains sur son tablier taché de peinture. Mais techniquement, vous avez marché sur ma peinture, donc responsabilité partagée. Il haussa un sourcil. Son expression était un mélange d'incrédulité et de quelque chose que Sophia ne pouvait pas tout à fait nommer. Curiosité, peut-être, ou colère tranquille. Responsabilité partagée, répéta-t-il, sa voix profonde et contrôlée, comme s'il testait les mots avant de décider s'ils avaient du sens. Ouais, 5050. J'ai laissé le pot par terre. Vous avez décidé de l'utiliser comme paillasson. Techniquement, c'est du vandalisme mutuel. Le chauffeur sortit de la voiture, l'air inquiet, mais l'homme leva la main, signifiant clairement. Je m'en occupe. C'est alors que Sophia le regarda vraiment. Cheveux noirs plaqués en arrière, une mâchoire qui semblait avoir été sculptée par quelqu'un obsédé par la symétrie. Des yeux de la couleur du café noir, vifs, stables, du genre qui vous font vous sentir vu et analysé en 3 secondes chrono. Il était beau, agacamment beau, et clairement habitué à obtenir ce qu'il voulait. Vous essayez de vendre ça? Demanda-t-il, en pointant du doigt le petit chariot de rue où Sophia exposait ses peintures contre un mur de briques. Il y en avait 6, toutes peintes à la main, toutes signées des initiales S. L. Dans le coin inférieur. Sophia croisa les bras. Ça dépend. Vous essayez d'en acheter une ou vous changez juste de sujet pour ne pas avoir à admettre que vous avez ruiné ma peinture? Il ne répondit pas. Il se contenta de s'approcher des peintures, ignorant la tache bleue qui s'étendait sur la jambe de son pantalon, puis il s'arrêta. Devant la seule peinture que Sophia n'avait jamais réussi à vendre, le domaine. C'était une grande toile peinte dans des tons de gris et d'or vieilli. Elle représentait une vieille maison de style colonial avec des fenêtres cintrées, une cour avant envahie de glycine, et une fontaine en pierre au centre. Il y avait quelque chose de mélancolique, comme si la maison attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Où avez-vous vu ça? Sa voix était différente maintenant. Plus basse. Plus personnelle. Pardon? Demanda Sophia. Ce domaine, où l'avez-vous vu? Elle hésita, non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que personne n'avait jamais posé la question auparavant. La plupart des gens disaient juste quelque chose de générique comme c'est magnifique et s'en allaient. Dans ma tête, dit-elle avec un haussement d'épaule. Je peins ce que je vois dans les rêves ou les cauchemars. Je n'ai pas encore décidé lequel c'est pour celle-ci. Il la fixa longuement. Le genre de silence qui ralentit le temps. Sophia sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Pas la faim, pourtant. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. C'était autre chose. Reconnaissance? Peut-être? Combien? Demanda-t-il, brisant le moment. Combien? Quoi? La peinture? Sophia cligna des yeux, surprise. Vous êtes sérieux? Je ne dis jamais rien que je ne pense pas. Bien sûr que non, pensa-t-elle. Il était probablement né les bras croisés avec ce visage sérieux. 400 $, dit-elle, s'attendant à moitié à ce qu'il rit. Il ne rit pas. Il sortit simplement son portefeuille, compta les billets de 400 $ comme s'il s'agissait de coupons, et les lui tendit. Sophia fixa l'argent, méfiante. Vous n'avez même pas demandé si j'acceptais les cartes. Vous le faites? Non. Alors j'ai bien fait. Elle prit l'argent lentement, encore incertaine. Ok, maintenant je dois demander. Êtes-vous une sorte de philanthrope excentrique ou juste quelqu'un avec trop d'argent qui aime le dépenser pour des gens au hasard dans la rue? Il sourit presque. Presque. Ni l'un ni l'autre. Je reconnais simplement la valeur quand je la vois. Ah vraiment? Sophia inclina la tête, l'étudiant. Et qu'avez-vous vu exactement dans cette peinture? Mademoiselle Ellis. Nathaniel Ellis. Le nom frappa comme une bombe silencieuse. Sophia ne réagit pas. Du moins pas extérieurement, mais intérieurement quelque chose cliqua. Ellis. Elle avait déjà entendu ce nom. Laissez-moi deviner, dit-elle, en croisant à nouveau les bras. Vous possédez ce restaurant chic derrière moi,
hein? La maison Azalée. Non, mais j'ai une réservation là, bas dans 10 minutes. Oh, je vois. Donc, vous avez acheté ma peinture comme un bon geste avant le dîner, comme pour soulager votre conscience. Il la regarda à nouveau avec ce regard perçant. Parlez-vous toujours comme ça ou seulement quand quelqu'un achète quelque chose chez vous? Ça dépend. Êtes-vous toujours aussi agaçant ou seulement quand vous achetez de l'art à des gens dans la rue? Cette fois, il sourit brièvement, mais c'était réel. Et Sophia détesta à quel point son sourire était aussi agacamment beau que le reste de sa personne. Avez-vous un nom? Demanda-t-elle. Sophia. Sophia Laurent. Sophia, répéta-t-il comme pour le mémoriser. Enchanté de vous rencontrer. Il prit la peinture, se tourna et marcha vers le restaurant, suivi du chauffeur qui portait la toile comme si c'était une relique sacrée. Sophia resta là sur le trottoir, $400 en main, et une sensation étrange dans la poitrine. Elle avait vendu des peintures auparavant, beaucoup, mais aucune n'avait jamais paru aussi bizarre ou aussi importante. Tandis que Nathaniel Ellis disparaissait à travers les portes vitrées de la maison Azalée, Sophia regarda son chariot vide, les pots de peinture éparpillés par terre, et la tache bleue encore luisante sur le trottoir sous le lampadaire. Puis, très doucement, elle murmura pour elle-même. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang? Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Cet homme n'avait pas acheté la peinture par hasard. Il avait reconnu quelque chose dedans. Et pour la première fois en mois, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait tout perdu. L'espoir. Ou peut être juste l'illusion de celui-ci. Parce que les hommes comme Nathaniel Ellis ne revenaient pas sur des trottoirs comme le sien. Ils passaient et oubliaient. L'enveloppe était blanche, épaisse, chère, et elle portait son nom écrit en calligraphie dorée, qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'une personne normale. Nathaniel Ellis tenait l'invitation entre ses doigts comme s'il s'agissait d'une assignation à comparaître, parce que d'une certaine manière, c'était exactement ça. Victoria Hargrove et Benjamin Ellis vous invitent à célébrer leurs fiançailles. Il lut la ligne 3 fois. À chaque fois, ça faisait un peu moins mal, ou peu, être qu'il devenait juste engourdi. Le serveur apparut à côté de la table avec un sourire professionnel et une bouteille de vin rouge. Nathaniel ne se souvenait même pas l'avoir commandé. « Dois-je vous servir, monsieur Ellis ?» Remplissez jusqu'au bord, marmonna Nathaniel, en laissant tomber l'invitation sur la table comme si elle brûlait. Le serveur versa le vin avec l'élégance de quelqu'un qui l'avait fait pendant 20 ans, mais il ne put tout à fait cacher sa curiosité quand il vit les noms imprimés sur le papier. « Oh, les fiançailles Ellis Hargrove, dit-il trop nonchalamment. Tout le monde en parle. Ça va se passer au domaine Grove, hein? Ce manoir avec la fontaine en marbre italien. On dit qu'il y aura plus de 300 invités. » Nathaniel but une longue gorgée de vin. « Fascinante. Vous y allez, hein, monsieur, moi? » »« Oui, monsieur. Bussiaye Seulo. » La question plana dans l'air comme un coup de poing poli. « Seul? » Bien sûr, il y allait seul parce que Victoria l'avait échangé contre son cousin Benjamin, le partenaire rival qui passait plus de temps à saboter l'entreprise familiale qu'à l'aider à grandir. Et maintenant, non seulement ils étaient ensemble, mais ils se mariaient devant tout le monde. Devant l'élite de Charleston, devant le conseil d'administration d'Ellis Enterprise, devant lui. « Je n'ai pas encore décidé, » dit Nathaniel sèchement. Le serveur hocha la tête. Mais Nathaniel capta le regard, ce mince voile de pitié déguisé en politesse. « Je comprends, monsieur. Eh bien, dites-moi simplement si vous avez besoin de quelque chose. » Quand le serveur partit, Nathaniel continua à fixer l'invitation. Le papier semblait hurler en silence. « Tu as perdu. » Il a gagné et tout le monde sera là pour le voir. Il prit son téléphone. 3 messages non lus. Benjamin. « J'espère que tu viendras, cousin. Ce serait dommage que tu rates l'événement de l'année. Nathaniel, s'il te plaît, viens. La famille doit montrer l'unité. Tu sais comment est le conseil. Je sais que c'est gênant, mais ça compterait beaucoup pour moi si tu venais. Après tout, on est toujours amis, hein, amis. » Il manqua de peu de jeter le téléphone contre le mur. Mais alors quelque part au fond de lui, une petite voix agaçante murmura, « Si tu ne te montres pas, il gagne. Si tu te montres seul, il gagne. Mais si tu te montres avec quelqu'un. » Nathaniel s'arrêta, regarda l'invitation, regarda le vin, et puis sans réfléchir, ce qui était inhabituel pour lui, il repoussa sa chaise et quitta le restaurant. Le trottoir était plus sombre maintenant. Les lampadaires clignotaient faiblement, et le vent frais d'octobre portait l'odeur de la pluie à venir. Sophia était encore là, en train de mettre les derniers pots de peinture dans une boîte en carton cabossé. Le chariot de fortune était déjà plié et elle portait un sweat à capuche surdimensionné avec un logo de groupe délavé que Nathaniel ne reconnut pas. Elle le vit avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Vous avez oublié quelque chose ?» demanda-t-elle, en continuant à organiser ses affaires. « Parce que si vous êtes là pour vous plaindre de la tache sur votre chaussure, je peux vous offrir une réduction sur votre prochain achat. J'ai une proposition pour vous. » Sophia s'arrêta,
se tourna lentement, en haussant un sourcil. Ok, ça sonne extrêmement suspect, du genre ça va mal tourner niveau suspect. Nathaniel croisa les bras. Rien d'illégal. Oh, super début. Très rassurant. Il prit une profonde inspiration. C'était ridicule. Il le savait, c'était ridicule, mais l'image de Benjamin et Victoria souriant à l'hôtel pendant qu'il était assis seul au fond était pire que n'importe quel gêne temporaire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à un événement, dit-il franchement. Sophia Klingna as Joe. Genre un vrai événement avec des gens, chic et du champagne cher. Exactement. Et vous me demandez ça parce que quoi? Vous avez épuisé les options sur les apps de rencontre? Parce que vous n'avez rien à perdre, répondit Nathaniel sans détour. Et j'ai besoin de quelqu'un complètement déconnecté de mon monde. Elle le fixa longuement. Puis lentement elle commença à rire. Pas un rire poli, un vrai, du genre qui vous plie en deux. Vous êtes sérieux? Parvint-elle à dire entre les rires. Où exactement voulez-vous m'emmener? À la fête de fiançailles de mon ex-fiancé, le rire s'arrêta. Oh, avec mon cousin. Oh, et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour ne pas avoir l'air d'un loser total. Sofia resta silencieuse quelques secondes. Puis elle inclina la tête, les yeux pétillants de quelque chose entre amusement et incrédulité. Donc, vous voulez que je sois votre quoi? Petite amie factice. Accompagnatrice de dernière minute bouclier social. Expérience sociale, corrigea Nathaniel. Oh, bien sûr. Totalement différent. Il soupira. Écoutez, je sais que ça sonne bizarre. Bizzarre? L'interrompitelle. Ça va bien au-delà de bizarre, droit dans le scénario de mauvais film, mais du genre que je regarderai quand même. Nathaniel saw it presque. Alors, acceptez-vous? Sophia croisa les bras, l'étudiant. Le vent ébouriffa ses cheveux noirs, et Nathaniel réalisa qu'elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées, pas parce qu'elle était pauvre, pas parce qu'elle était artiste, mais parce qu'elle ne prétendait pas. Combien vous payez? Demanda-t-elle pratiquement. $100. La moitié maintenant, la moitié plus tard. Waouh. Ok. Et qu'est-ce que je dois porter? Chic homeless ou streetwear classique? Il ne put s'en empêcher. Il rit doucement mais sincèrement. Je m'occuperai de la tenue. Bien sûr que oui, marmonna Sophia, en levant les yeux au ciel. Et laissez-moi deviner, vous voudrez aussi m'apprendre à marcher, parler et respirer correctement, hein? Si nécessaire? Elle laissa échapper un long soupir dramatique. D'accord, je le fais, mais seulement parce que j'ai besoin de l'argent. Et honnêtement, j'ai hâte de voir quel genre de cirque vivent les riches. Nathaniel tendit. L'amen. Marché conclu. Sophia la serra fermement, et pendant une seconde, ils restèrent là sous le lampadaire faible, scellant l'accord le plus absurde que l'un ou l'autre ait jamais conclu. Une chose, dit Sophia en lâchant sa main. Si ça explose à ma figure, je vous peindrai comme le méchant dans toutes mes prochaines œuvres. D'accord. Elle sourit, un sourire tordu, audacieux. Et Nathaniel réalisa trop tard qu'il venait de prendre la pire ou la meilleure décision de sa vie. Parce que Sophia Loren n'était pas n'importe quelle compagne. C'était une bombe à retardement avec un pinceau. Sophia pensait que s'occuper de la tenue signifiait aller dans un magasin, choisir une robe, et c'était tout. Elle ne s'attendait pas à être traînée dans un manoir qui sortait tout droit d'un épisode de Downton Abbey avec un vrai majordome à la porte et un lustre en cristal valant plus que tout ce qu'elle avait possédé. « Vous vivez ici » demanda-t-elle, en regardant autour d'elle pendant que Nathaniel fermait la porte derrière eux. « Techniquement, oui » répondit-il, en enlevant sa veste et en la jetant sur une chaise rembourrée qui était probablement une antiquité. « Mais je passe la plupart de mon temps au bureau. » Bien sûr, parce que cet endroit doit être si inconfortable, dit Sophia sarcastiquement, en passant un doigt sur une table d'appoint qui brillait comme un miroir. Pauvre de vous. Il ignora le commentaire. Nous avons 48 heures, dit-il, en se tournant vers elle avec cette posture de PDG qui effrayait probablement les membres du conseil. L'événement samedi soir, aujourd'hui jeudi, alors commençons. Sophia Klingnaesju. Commencez quoi exactement? Votre entraînement? Elle laissa échapper un rire incrédule. Mon entraînement, mec. Je ne suis pas un chien et vous n'êtes pas le chuchoteur au chien. Nathaniel croisa les bras. Savez-vous comment vous comporter à un gala de charité? Je sais me comporter n'importe où. Juste ne pas cracher par terre ou insulter quelqu'un, hein? Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Alors expliquez-moi, professeur. Il prit une profonde inspiration comme s'il se préparait à une bataille. D'abord, la posture. Vous devez vous tenir droite, épaules en arrière, menton légèrement relevé, comme si vous étiez à votre place. Sophia essaya. Elle redressa le dos, leva le menton et finit par ressembler à un flamant rose raide. Comme ça? Demanda-t-elle, en essayant de ne pas rire. Nathaniel ferma les yeux une seconde. Non, on dirait que vous avez avalé un cintre. Super retour. Très utile. Il s'approcha, ajustant ses épaules avec ses mains. Le contact fut rapide, professionnel,
mais Sophia le sentit. Détendez-vous, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Vous n'avez pas à forcer. Faites juste confiance, elle le regarda. De près, ses yeux avaient de minuscules éclats dorés qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Confiance, répéta-t-elle, sa voix plus rauque qu'elle ne l'avait prévu. Genre, confiance que vous ne me laisserez pas me ridiculiser. Exactement. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis Sophia recula, brisant le moment. D'accord, quelle est la prochaine leçon? La leçon d'étiquette eut lieu dans la salle à manger. Nathaniel disposa des verres en cristal, des couverts en argent et des assiettes en porcelaine sur la table comme s'il construisait un champ de mine. Fourchette à salade, fourchette à entrée, fourchette à plat principal, expliqua-t-il, en pointant chacune. Couteau à beurre, couteau à steak, cuillère à dessert. Sophia leva la main. Question, allez-y. Pourquoi diable quelqu'un a-t-il besoin de 3 fourchettes? La nourriture ne va-t-elle pas dans la bouche de la même façon avec n'importe laquelle? Nathaniel soupira. C'est une question d'étiquette, de tradition, de respect. C'est une question de rendre la vie plus compliquée sans raison, corrigea Sophia, en attrapant la fourchette à salade et en prétendant que c'était un microphone. Attention, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui nous utiliserons la fourchette numéro 3 parce que nous sommes chics. Il sourit presque. Presque. Vous devez prendre ça au sérieux. Je le prends au sérieux. Sérieusement ridicule. Nathaniel se pencha par-dessus la table, ses yeux fixés sur les siens. Sophia, ces gens vous jugeront pour tout. La façon dont vous tenez un verre, dont vous coupez votre steak. Si vous faites un faux pas, ils vous déchireront. Son ton changea, et Sophia réalisa que ce n'était pas juste une question de manière, c'était une question de survie. Ok, dit-elle plus sérieusement maintenant. Ya comprends. Apprenez-moi. J'essaierai de le prendre au sérieux cette fois. Il hocha la tête. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Sophia vit quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la gratitude. La leçon de danse fut là où les choses déraillèrent. Nathaniel mit de la musique classique, quelque chose d'instrumental, élégant, du genre qui joue au mariage des riches. Valse basique, dit-il, en tendant la main. Je mène, vous suivez. Sophia regarda sa main comme si c'était un piège. Jene sais pas valser. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Elle soupira et plaça sa main dans la sienne. Son autre main se posa sur sa taille, ferme mais respectueuse. Soudain, l'espace entre eux sembla trop petit. Yasan. Il compta, la guidant sur le sol. Sophia marcha sur son pied. Oups. Ce n'est rien. Réessayez. Elle marcha sur lui à nouveau, cette fois exprès. Sophia, désolé. Juste un bug système. Redémarrage. Il arrêta de danser et la fixa. Vous le faites exprès. Peut être, dit-elle avec un sourire. Ou peut être que je suis juste nul à ça. Vous n'êtes pas nul. Vous n'essayez juste pas. Et pourquoi je devrais? Rétorqua Sophia, sa voix plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu prétendre être quelqu'un d'autre. Pour rentrer dans le moule de votre ex. Nathaniel se tut, et Sophia réalisa trop tard qu'elle avait touché la cible. Chaque petite chose que vous m'apprenez, continua-t-elle plus doucement maintenant. Chaque fait ça, chaque ne fait pas ça. C'est à propos d'elle. Hein? À propos de ce qu'elle aurait fait, de qui elle était. Il lâcha sa taille. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est ne pas les laisser gagner, dit Nathaniel tendu. Leur montrer que je n'ai pas besoin d'eux, que je peux avancer. Sophia regarda dans ses yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà du PDG composé, elle vit de la douleur. D'accord, dit-elle doucement. J'essaierai. Pour de vrai cette fois, hocha-t-il. Et quand ils recommencèrent à danser, Sophia ne marcha plus sur son pied. Cette fois, elle le laissa mener. Et quand la musique s'arrêta, aucun des deux ne lâcha tout de suite parce que quelque chose avait changé, et ils le savaient tous les deux. Cette nuit-là, pendant que Sophia dormait dans la chambre d'amis, Nathaniel resta éveillé dans la bibliothèque, fixant la photo encadrée sur son bureau. Victoria souriante, cheveux blonds parfaits, robe blanche impeccable. Il mit la photo dans le tiroir et pour la première fois en mois, il ne ressentit rien en le faisant. Le lendemain matin, une énorme boîte arriva au manoir. Sophia descendit les escaliers en sweat à capuche, cheveux en désordre, et trouva Nathaniel debout à côté de la boîte comme si elle allait exploser. « C'est quoi ça » demanda-t-elle. Il la regarda, puis ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie blanc, se trouvait la plus belle robe que Sophia ait jamais vue. Et attachée à elle, une note. « Portez ça et ne soyez pas vous-même. » Sophia lut la note 3 fois, puis aussi doucement que possible la froissa et la jeta à la poubelle. « Ne soyez pas vous-même, marmonna-t-elle, en sortant la robe de la boîte. Qui a écrit ça? La belle-mère de Cendrillon. Nathaniel apparut dans l'encadrement de la porte déjà vêtu d'un smoking noir parfait, cheveux plaqués en arrière et cette posture qui criait réunion du conseil, pas fête de fiançailles. Ce n'était pas mon idée, dit-il un peu trop vite. Oh non, alors de qui? De ma mère.
Sofia s'effigea. Le regarda, puis la robe, puis lui à nouveau. Votre mère m'a envoyé une note me disant de ne pas être moi-même. Elle voulait dire, soyez la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas ce qu'elle a écrit. Je sais. Sofia soupira, tint la robe contre son corps et se tourna vers le miroir. Elle était magnifique, simple, pourtant élégante. Une robe vert émeraude jusqu'aux chevilles avec un décolleté modeste et des manches courtes. Rien de clinquant, rien qui criait « Regardez-moi ». Exactement le genre de choses que quelqu'un porterait pour se fondre dans la masse. Je la porterai, dit Sofia fermement. Mais pas à cause de la note. Et pas parce que votre mère l'a dit, Nathaniel attendit. Je la porterai parce qu'honnêtement, elle est magnifique et je mérite de porter quelque chose de beau au moins une fois dans ma vie. Il sourit. Vraiment sourit cette fois. Vous le méritez. La limousine glissa dans les rues de Charleston comme un navire silencieux fendant des eaux calmes. Sofia était assise à côté de Nathaniel, ses mains moites autour de la petite pochette empruntée qui coûtait probablement plus que son rein. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, pas sophistiqué mais soigné. Et autour de son cou, la seule chose qui était vraiment à elle, un pendentif en verre vert qui avait appartenu à sa grand-mère. Il n'était pas cher. Il n'était pas vraiment ancien, mais il scintillait sous la lumière comme s'il gardait des secrets. « Vous allez bien ?» demanda Nathaniel, brisant le silence. Sofia les regarda. Définissez bien. Nerveuse. Terrifiée. Soupa. Moi aussi. Elle laissa échapper un petit rire. Vraiment? Le grand Nathaniel Ellis. Effrayé? Je n'ai pas dit effrayé. J'ai dit terrifié. C'est différent. Comment ça? Effrayé, c'est quand vous pensez que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Terrifié, c'est quand vous êtes sûr que ça arrivera. Sofia se tourna vers lui. Alors pourquoi faites-vous ça? Il resta silencieux un moment, fixant la fenêtre. Parce que abandonner serait pire, et puis la limousine s'arrêta. Le manoir Grove était tout ce que Sofia avait imaginé qu'un manoir de film serait, seulement plus grand et plus intimidant. Des colonnes blanches brillaient sous des projecteurs parfaitement placés. Une grande fontaine projetait de l'eau comme une sculpture vivante. Et à l'entrée, un tapis rouge menait à des portes vitrées où des dizaines de personnes habillées comme la royauté entraient en souriant et riant, se saluant comme des stars de cinéma. Sofia déglutit difficilement. « Il y a encore temps de faire demi-tour » murmura-t-elle. « Il n'y en a pas » dit Nathaniel, en ouvrant la porte. La lumière de la nuit inonda la voiture. Puis il lui tendit la main. Sofia la regarda, puis lui, puis le hall illuminé au-delà. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, finissons-en. » Elle plaça sa main dans la sienne et sortit de la limousine, et les murmures commencèrent. Pas fort, pas immédiat, mais indéniable. Les têtes se tournèrent, les yeux allèrent de ses chaussures à son visage. Les lèvres se transformèrent en sourires polis qui cachaient des chuchotements. Qui est-elle? Jamais vue avant. Elle n'est pas sur la liste, si? Sofia sentit chaque mot comme des épingles invisibles. Puis Nathaniel serra sa main une seule fois, vite et rassurant, et elle se rappela, je suis à ma place partout où je décide d'être. Donc, avec la posture qui lui avait apprise, elle leva le menton et marcha. La salle de bal était immense. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des constellations figées dans le temps. Des tables rondes couvertes de lin blanc entouraient une piste de danse centrale. Et au fond, sur une scène décorée de fleurs blanches et dorées, un panneau géant montrait Victoria et Benjamin souriant comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Sofia résista à l'envie de lever les yeux au ciel. « Ils ont l'air heureux », dit-elle sèchement. « Ils le sont », répondit Nathaniel, la voix tendue. Une femme s'approcha, cheveux platine, robe rouge sang, et un sourire tranchant comme un couteau. « Nathaniel » s'exclama-t-elle, en faisant des baisers dans l'air à côté de sa joue. « Quelle surprise de vous voir ici, et avec compagnie. » Elle regarda Sofia comme quelqu'un examinant une œuvre d'art douteuse. Sofia sourit en retour suavement. « Tanga osement suaument. »« Salut, chérie. »« Enchanté. »« Jaoreos bijou. »« C'est vintage. »« Hein ?» La femme cligna des yeux. « Vintage ?»« Ouais, genre classique ancien d'une autre époque. » Nathaniel toussa. Sofia était presque sûre qu'il retenait un rire. « Eh bien, » dit la femme, clairement agacée. « Profitez de la fête » et elle s'éloigna, ses talons claquant sur le sol plus fort que nécessaire. « Vous venez juste d'insinuer que ces bijoux étaient faux » murmura Nathaniel. « Je n'ai pas insinué. J'ai suggéré. Sofia, détendez-vous. Elle ne va pas me poursuivre pour un compliment offensant. » Ils continuèrent à marcher. Plus de regards, plus de chuchotements. Puis une voix trancha l'air comme du verre brisé. « Nathaniel. » Ils s'arrêtèrent. Sofia se tourna. Et la voilà. Victoria Hargrove. Cheveux blonds coiffés en vagues parfaites, une robe blanche avec des détails dorés, maquillage impeccable, un sourire tout droit sorti d'une pub pour dentifrice. Mais ses yeux avaient du venin. « Je suis si contente que vous soyez venue, » dit Victoria, sa voix douce mais chargée. « Et vous avez amené quelqu'un. » Elle regarda Sofia de haut en bas. Lentement. Calculante.
Sofia soutint son regard. Salut, dit-elle, en tendant la main. Sofia Laurent. Enchantée. Victoria serra sa main du bout des doigts, comme si elle touchait quelque chose de contaminé. Charme unique, dit-elle, en lâchant vite. Comment connaissez-vous Nathaniel? Du trottoir, répondit Sofia avec un sourire. Victoria cligna les yeux. Pardon. Je vends de l'art. Il en a acheté un. Onchest connectesh. Le silence qui suivit fut si lourd que Sofia pouvait presque l'entendre grincer. Victoria sourit, mais pas avec les yeux. Comme c'est intéressant. Puis elle se tourna vers Nathaniel. J'espère que vous êtes à l'aise ici. Après tout, nous sommes toujours de la famille, n'est-ce pas? Nathaniel ne répondit pas, et Victoria s'éloigna, sa robe blanche balayant le sol comme un fantôme élégant. Sofia expira. Elle vous déteste, murmura-t-elle. Non, dit Nathaniel doucement. Elle me sous-estime. Et moi? Il sourit légèrement. Vous, elle ne vous a pas encore cerné. Sofia allait répondre quand le son d'une cuillère tapant sur un verre résonna dans la salle. Benjamin Ellis monta sur la scène, microphone en main, arborant un large sourire faux. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette nuit très spéciale. Et Sofia remarqua juste en regardant le visage de Nathaniel que la guerre ne faisait que commencer. Benjamin Ellis parlait comme un homme habitué à être écouté, fort, confiant, et souriant comme quelqu'un qui venait de gagner quelque chose qu'il ne méritait pas. Et à en juger par la façon dont Nathaniel serrait son verre de champagne, il l'avait probablement fait. Je veux vous remercier tous de célébrer ce moment spécial avec nous. Benjamin continua, gesticulant comme un animateur de talk-show. Victoria et moi sommes incroyablement heureux et à voir notre famille, nos amis, et il s'arrêta, balayant la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Nathaniel. Tout le monde ici signifie tout pour nous. L'accent sur tout le monde ressemblait à un coup de poing déguisé en câlin. Sofia pouvait sentir Nathaniel se raidir à côté d'elle. Mais avant de continuer, dit Benjamin, Victoria voudrait dire quelques mots. Des applaudissements polis remplirent la salle tandis que Victoria montait sur la scène avec la grâce de quelqu'un qui s'était entraîné devant le miroir pendant des semaines. Elle tint le microphone comme un sceptre. Merci, chérie, dit-elle, en posant une main parfaitement délicate sur le bras de Benjamin. Puis elle se tourna vers la foule. Je veux juste remercier tout le monde d'être là. Je sais que certains d'entre vous ont voyagé de loin, d'autres ont réarrangé des emplois du temps chargés, et certains, elle s'arrêta, ses yeux glissant droit sur Sofia, sont venus même s'ils n'étaient pas exactement attendus. La salle devint silencieuse, ce genre de silence lourd quand tout le monde sait que quelque chose va exploser. Sofia déglutit difficilement. Victoria sourit. Doux, empoisonné. Mais ça va. La vérité est que tout le monde n'est pas destiné à appartenir à des endroits comme celui-ci. Et ce n'est pas un jugement. C'est juste la réalité. Quelques personnes rirent doucement, mais assez pour piquer. Sofia sentit son visage chauffer. Ses paumes transpiraient. Chaque instinct lui disait de partir pour ne pas donner à cette femme la satisfaction de la voir craquer. Mais alors quelque chose cliqua en elle, et elle se rappela qui elle était. Sofia Laurent ne fuyait pas. Elle peignait par-dessus. Donc avant que Nathaniel puisse l'arrêter, elle fit un pas en avant et parla assez fort pour que tout le monde entende. Vous avez raison. Toute la salle se tourna vers elle. Victoria cligna des yeux, clairement pas s'attendant à une réponse. Sofia sourit, calme, confiante. Tout le monde n'est pas destiné à être dans des endroits comme celui-ci, dit-elle lentement. Certains d'entre nous sont nés pour restaurer ce que d'autres cassent. Les silences explosan murmures. Puis quelqu'un rit, puis un autre, et un autre jusqu'à ce que la moitié de la salle cache des sourires derrière des tout polis. Victoria de Vintrouche. Benjamin se figa. Et Nathaniel regarda Sofia comme s'il la voyait pour la première fois. Eh bien, dit Victoria, sa voix tremblant légèrement. Comme c'est spirituel. Merci, chérie, répondit Sofia avec un petit hochement de tête. J'ai appris des meilleurs. Plus de rire. Certaines personnes applaudirent même. Et pendant un bref, glorieux moment, Sofia eut l'impression d'avoir gagné, mais la victoire dura exactement 15 secondes. Une femme aux cheveux gris et à la robe vert émeraude se leva de la table principale, ses yeux fixés sur le cou de Sofia. Ce collier, dit-elle sèchement. Où l'avez-vous eu? Sofia fronça les sourcils. Excusez-moi. La femme s'approcha, les yeux plissés comme si elle examinait une preuve. Ce collier, il appartient à la collection Ellis. Toute la salle de bal redevint silencieuse. Mais cette fois, c'était différent. Le genre de silence qui précède une exécution publique. Sofia toucha instinctivement le collier. Non, pas du tout. C'était à ma grand-mère. Impossible. La femme claqua, sa voix montant. Je connais cette pièce. Elle a été volée du manoir Ellis il y a 15 ans. Verre vénitien avec une fermeture en argent. La signature de l'artisan est gravée au dos. Sofia sentit le sol disparaître sous ses pieds. Je ne l'ai pas volée. Ma grand-mère me l'a donnée avant de mourir. Et où votre grand-mère l'a-t-elle eue? La femme cracha presque. Elle travaillait pour une famille ici à Charleston.
Ils ont dit que c'était un cadeau. Un cadeau? La femme répéta avec dédain. Comme c'est pratique. Benjamin descendit de la scène, son sourire remplacé par une expression sérieuse, calculatrice. Peut-être devrions-nous vérifier ça, dit-il, en regardant droit Sophia. Après tout, si c'est vraiment la pièce volée, ça devient une affaire légale. Sophia se tourna vers Nathaniel, ses yeux suppliant silencieusement de l'aide. Mais il ne dit rien. Il resta juste là tenant un verre de champagne, son expression impossible à lire. Silence. Il était silencieux. Nathaniel, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Rien. Et c'est alors que Sophia comprit. Il n'allait pas la défendre. Pas devant eux. Pas devant sa famille. Pas quand ça signifiait admettre qu'il avait amené une voleuse à la fête de fiançailles de son ex. Il avait fait son choix, et ce n'était pas elle. Je pense que vous feriez mieux de partir, dit Benjamin, sa voix froide. Avant que ça devienne désagréable. 2 agents de sécurité apparurent comme des ombres, se positionnant à côté de Sophia. Elle regarda autour d'elle. Chaque visage autrefois curieux, même amusé, était maintenant dur, jugeant, froid. Et Nathaniel restait silencieux. Sophia sentit ses yeux brûler, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Pas ici, pas devant eux. Avec le dernier bout de dignité qui lui restait, elle défit lentement, soigneusement le collier, et le plaça dans la main de la femme. « Gardez-le, dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement. Si c'est si important pour vous. Puis, sans regarder en arrière, sans attendre que Nathaniel dise quoi que ce soit, parce qu'elle savait déjà qu'il ne le ferait pas, Sophia traversa la salle de bal. Ses talons claquèrent sur le sol de marbre comme des tambours. Personne ne parla. Personne ne rit. Personne n'applaudit. Ils la regardèrent juste partir. Et quand la porte vitrée se ferma derrière elle, le son résonna dans la salle. Dehors, la nuit était froide. Le vent soufflait fort, et, emmêlant les cheveux de Sophia, et portant l'odeur de la pluie à venir. Elle s'arrêta sur le trottoir, ses mains tremblantes, sa poitrine serrée. Et enfin, elle laissa les larmes couler. Pas pour l'humiliation, pas pour le collier, mais pour son silence. Parce qu'au final, c'était le silence qui blessait le plus. Dans la salle de bal, Nathaniel tenait encore son verre de champagne. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Parce qu'il venait de laisser la seule personne réelle qu'il connaissait être détruite, et il n'avait rien fait pour l'arrêter. Benjamin s'approcha, posant une main sur son épaule avec une fausse sympathie. « Détends-toi, cousin. Tu as fait le bon choix. » Mais quand Nathaniel regarda vers la porte par laquelle Sophia était partie, il réalisa quelque chose. Il avait fait le pire choix de sa vie. Et peut-être qu'il n'y avait pas moyen de le réparer. Nathaniel posa ce verre de champagne sur la table la plus proche si fort que le cristal manqua de se fissurer. Est-il sorti? Benjamin l'appela. Victoria dit quelque chose. Quelqu'un essaya d'attraper son bras, mais il traversait déjà la salle, poussant la porte vitrée, ses yeux scrutant l'obscurité de la nuit. Et puis il la vit. Sophia était sur le trottoir, bras croisés, son corps tremblant, pas du froid, mais de quelque chose de bien pire. Colère, douleur, déception. Sophia, appela-t-il. Sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Elle ne se tourna pas. Non. Laissez-moi expliquer. Non, répéta-t-elle plus fort cette fois. Vous avez eu votre chance là, dedans, et vous avez choisi de rester silencieux. Nathaniel s'arrêta à quelques pas d'elle, ses mains dans ses poches, le smoking impeccable contrastant avec le chaos en lui. Je ne savais pas quoi faire, admit-il. Menteur. Sophia le coupa, se tournant enfin vers lui. Ses yeux étaient rouges mais secs. Elle avait déjà pleuré. Maintenant il n'y avait plus que de la froideur. Vous saviez exactement quoi faire. Défendre la personne qui vous avait amené là. Mais vous ne l'avez pas fait parce que ça allait vous coûter quelque chose. Et le grand Nathaniel Ellis ne perd jamais rien, hein? Ce n'est pas comme ça. Alors comment c'est? Il ouvrit la bouche, la ferma, essaya à nouveau. Rien n'est sorti. Sophia rit. Un rire court sans humour qui blessait plus que n'importe quel cri. Ouais, exactement. La limousine s'arrêta à l'entrée. Le chauffeur sortit vite et ouvrit la porte arrière. Je vous ramène chez vous, dit Nathaniel. Je n'ai pas de chez moi, répondit Sophia, sa voix basse mais stable. J'ai une chambre louée qui sent le moisi dans une ruelle où je gardais mes peintures. Et maintenant, grâce à vous, je n'ai même plus la dignité d'y retourner sans me sentir honteuse. Elle monta dans la voiture, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Nathaniel monta de l'autre côté. La porte se ferma, et le silence dans cet espace confiné était assourdissant. La voiture démarra. Les lumières du manoir Grove s'estompèrent derrière eux avec la musique, les rires, et tout ce à quoi Sophia avait essayé de prétendre appartenir. « Je suis désolé, dit enfin Nathaniel. « Pourquoi » demanda Sophia, en regardant par la fenêtre. « Pour m'avoir utilisé? Pour m'avoir humilié? Ou pour ne pas avoir eu le courage d'admettre que je n'étais qu'un accessoire? Vous n'étiez pas un accessoire? Alors qu'est-ce que j'étais?
Il ne répondit pas, et le silence remplit à nouveau l'espace, lourd et étouffant. Sophia toucha son cou où le collier de sa grand-mère était avant et sentit le vide. Puis lentement elle sortit quelque chose de son sac. C'était une petite enseigne cabossée, en carton peint à la main, Art avec âme, la même enseigne qui trônait sur le chariot où elle vendait ses peintures sur le trottoir. Elle la tint un moment, puis sans un mot, la posa sur le siège à côté de Nathaniel. « Vous pouvez garder ça aussi, dit-elle, sa voix plate. Puisque vous aimez collectionner des choses qui ne vous appartiennent pas. » Nathaniel regarda l'enseigne, puis elle. « Sophia, arrêtez-moi ici. »« Quoi, arrêtez la voiture maintenant. »« Sophia, ne arrêtez la voiture. » Le chauffeur freina immédiatement. Sophia ouvrit la porte avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée et sortit, ses talons claquant sur le pavé mouillé. La pluie avait commencé. Fine. Froide. Du genre qui vous trempe lentement et ne s'arrête pas. Nathaniel sortit aussi, mais elle marchait déjà au loin. « Où allez-vous ? Ça ne vous regarde pas. » cria-t-elle sans se retourner. Il fit 2 pas vers elle, s'arrêta. L'orgueil et la culpabilité se livraient une guerre en lui, et aucune ne gagnait. Puis, pour la 2e fois cette nuit-là, Nathaniel Ellis ne fit rien. Il la regarda juste disparaître au coin de la rue, avalée par la nuit et la pluie. Sophia retourna à la ruelle. C'était un espace étroit entre 2 vieux bâtiments où elle gardait ses peintures dans une caisse en bois couverte d'une bâche en plastique. Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas idéal, mais c'était ce qu'elle avait. Ou plutôt, ça avait été ce qu'elle avait parce que quand elle tourna au coin et vit la scène, ses genoux manquèrent de fléchir. Les peintures étaient par terre, déchirées, trempées, détruites. De la peinture bleue si vive qu'elle semblait presque vivante, était éclaboussée sur les toiles comme des cicatrices. Certaines avaient des empreintes de pas dessus. D'autres étaient brûlées sur les bords. Et au milieu de tout ça, écrit sur le mur de briques en peinture noire. « Retourne à ta place. » Sophia resta immobile, fixant les débris. La pluie tombait plus fort maintenant, lavant la peinture fraîche, mais pas les marques. Puis elle laissa échapper un rire faible, tremblant. « Même la pluie a voulu signer une de mes œuvres aujourd'hui, murmura-t-elle pour elle-même. « Mais la blague n'aida pas. Ri n'aida. » Elle s'agenouilla parmi les toiles ruinées, ramassant des morceaux de cadre cassés, des bouts de peinture qui lui avaient pris des semaines à finir. Il y en avait une en particulier, une peinture d'un enfant tenant un pinceau, fixant une toile blanche avec de l'espoir dans les yeux. C'était la première peinture qu'elle avait faite après la mort de son père, et maintenant elle était en morceaux. Sophia pressa le cadre cassé contre sa poitrine, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle pleura vraiment. Pas pour l'humiliation, pas pour les peintures, pas pour le collier, mais parce que pendant un bref moment elle avait cru. Cru que quelqu'un la voyait, pas comme la fille pauvre sur le trottoir, pas comme une artiste ratée, mais comme quelqu'un qui comptait. Et Nathaniel avait détruit ça, pas avec des mots, pas avec des actions, mais avec le silence. De l'autre côté de la rue, dans la limousine garée, Nathaniel regardait. Le chauffeur avait suggéré de partir, mais il ne pouvait pas. Il resta juste assis là à regarder Sophia s'agenouiller parmi les débris, son corps tremblant, la pluie tombant sans pitié. Et pour la première fois de sa vie, Nathaniel Ellis se sentit petit, pas parce qu'il avait perdu quelque chose, mais parce qu'il avait détruit quelqu'un. Il prit la petite enseigne qu'elle avait laissée sur le siège. Art avec âme. Est-il compris? Sophia ne vendait pas des peintures. Elle vendait des morceaux d'elle-même. Et il les avait achetés, utilisés, et jetés. « Monsieur, dit doucement le chauffeur, que voudriez-vous faire » Nathaniel ne répondit pas. Il continua juste à fixer par la fenêtre. Et quand Sophia se leva enfin, tenant les morceaux qu'elle avait réussi à sauver et disparus dans la nuit, il réalisa quelque chose, il ne savait plus qui était le méchant de cette histoire. Mais il avait un fort soupçon. Cette nuit-là, dans un bar de l'autre côté de la ville, Benjamin Ellis leva un verre de whisky et sourit parce que la guerre ne faisait que commencer, et il n'avait pas l'intention de perdre. Sophia passa 3 jours à essayer de recoller les morceaux. Littéralement assise par terre dans sa chambre louée qui sentait le moisi et le regret. Elle utilisa du ruban adhésif, de la colle blanche, et même du chewing-gum mâché pour essayer de réparer ce qui restait des peintures. Ça ne marcha pas parce que l'art détruit ne revient pas. Il devient juste autre chose comme elle. Le 4e jour, elle retourna à la ruelle, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait oublié une dernière boîte de peinture cachée derrière le conteneur à ordures, le seul endroit que les vandales n'avaient pas trouvé. Et c'est là qu'il apparut. L'homme était mince, portant une chemise à carreaux froissés, un gant délavé, et un appareil photo pendu autour de son cou comme s'il en faisait partie. Il prenait des photos des débris. Sophia s'arrêta, stupéfaite. « Excusez-moi, vous prenez des photos de mon désastre personnel ?» L'homme se tourna, surpris, manquant de faire tomber son appareil. « Oh, salut, désolé, je ne savais pas que quelqu'un était là. Je suis du Charleston Cultural Tribune. Je m'appelle Ethan. Ethan Harper. » Il tendit la main, souriant comme s'il venait de trouver de l'or dans un tas d'ordures.
Sophia Nella Serra passe. Et qu'est-ce que vous faites exactement ici, Ethan Harper? Oh, j'écris sur le vandalisme artistique dans la ville. Genre, qui le fait, pourquoi, et ce que ça dit de nous en tant que société, c'est profond. Vraiment profond. C'est intrusif. Ça aussi, convint-il, toujours souriant. Mais regardez. Il pointa une toile déchirée par terre. C'est de l'art en train d'être détruit. C'est méta. C'est tragique. C'est beau. Sophia croisa les bras. C'est ma vie en train d'être détruite. Ethan se figea, et puis lentement ça le frappa. Attendez, 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 attendez. Quoi? Il tourna le cadre, lui montrant. Dans le coin, presque effacé, était une signature gravée dans le bois. H. Laurent. Sophia sentit son estomac chuter. C'est le nom de votre père, hein? Demanda Ethan, ses yeux brillants de cette curiosité agaçante de reporter. C'était, dit Sophia doucement. Il est mort il y a 5 ans. Ethan resta silencieux un moment, puis soigneusement il demanda. Henry Laurent. Sophia leva les yeux surprise. Comment savez-vous? Parce que j'ai entendu ce nom avant. Puis, sans un autre mot, Ethan ouvrit le sac à dos qu'il portait et sortit un vieux dossier bourré de coupures de journaux jaunis et de photos délavées. Il étala tout par terre comme un détective montant une scène de crime. Votre père était restaurateur d'art, hein? Il l'était, confirma Sophia, s'agenouillant à côté de lui. Il travaillait pour des familles riches ici à Charleston, restaurait de vieilles peintures, meubles, même sculptures, et il a été licencié injustement. Sophia s'effigea. Comment savez-vous ça? Ethan pointa une des coupures. Le titre disait « Restaurateur accusé de vol d'œuvres d'art au manoir Ellis ». Sophia attrapa le papier, ses mains tremblantes. Tiens! C'était un mensonge. Mon père n'a jamais rien volé. Je sais, dit Ethan, sa voix sérieuse maintenant parce que j'ai écrit une histoire là, dessus il y a 3 ans, enquêtant sur la fraude parmi les familles d'élite, et le nom Ellis est apparu plus d'une fois. Il prit une autre coupure. Celle-ci montrait une photo de Benjamin Ellis à un gala de charité, souriant à côté d'une vieille peinture. Benjamin Ellis a une histoire de, disons, acquisition d'art de façon douteuse. Il accuse quelqu'un de vol. La personne est licenciée et puis comme par magie, la pièce apparaît dans sa collection privée. Sophia sentit la colère monter en elle comme de la lave. Vous dites qu'il a piégé mon père? Je ne le dis pas juste, répondit Ethan. Je peux le prouver. Regardez-cha. Il lui montra un document, un contrat signé par Benjamin Ellis et un expert en art nommé Robert Hall, le même homme qui avait vérifié le vol à l'époque, et dans le coin, une note manuscrite. Laurent ne doit pas savoir. Clôturer l'affaire avant l'inventaire. Sophia le lut, puis le relut, et soudain tout avait du sens. Benjamin n'avait pas juste détruit la carrière de son père. Il avait volé de lui et l'avait piégé pour ça. Mon père est mort en pensant qu'il était un voleur, murmura Sophia, sa voix se brisant. Il est mort honteux. Coupable. Ethan posa doucement une main sur son épaule. Je suis désolé, Sophia prit une profonde inspiration. Les larmes brûlaient derrière ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Super, dit-elle, en laissant échapper un rire amer. Donc maintenant je suis célèbre par accident et pour vandalisme artistique. Ethan lui donna un sourire tordu. Quelque chose comme ça. Sophia regarda les coupures, les documents, le nom de son père gravé sur le cadre, et quelque chose en elle bougea. Ce n'était plus à propos d'elle. Ce n'était plus à propos de Nathaniel. Ce n'était même plus à propos du collier. C'était à propos de justice. Ethan, dit-elle, en se tournant vers lui avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pouvez-vous m'aider? Ça dépend, répondit-il, en rangeant les papiers. Aider à quoi? Détruire Benjamin Ellis. Ethan cligna des yeux, puis sourit. Maintenant vous parlez ma langue. Il tendit la main. Sophia la serra. Et tandis qu'il sortait de la ruelle, laissant les débris derrière, une chose était claire, Sophia Laurent n'était plus la fille sur le trottoir qui essayait juste de survivre. C'était une femme en mission. Et Benjamin Ellis n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cette même nuit, dans un manoir de l'autre côté de la ville, Nathaniel déverrouilla un tiroir dans son bureau. À l'intérieur il y avait un dossier étiqueté Henry Laurent. Et pour la première fois, il commença à lire. La première page du dossier d'Henry Laurent avait une photo. Un homme d'âge moyen, cheveux gris, avec un sourire fatigué mais sincère, tenant un pinceau devant une vieille toile. Ses yeux étaient exactement comme ceux de Sophia. Et Nathaniel eut l'impression d'avoir été frappé au ventre parce qu'il connaissait cet homme. Pas personnellement, mais il avait entendu le nom. Il avait vu les rapports. Il avait signé les papiers de licenciement. 15 ans plus tôt, quand il n'était qu'un vice-président essayant de faire ses preuves, Benjamin lui avait apporté des preuves qu'Henry Laurent volait des œuvres d'art du domaine Ellis. Et Nathaniel l'avait cru sans question, sans enquête. Il avait simplement cru. Maintenant, en lisant les documents, les contrats falsifiés, les témoignages payés, les dates impossibles, il comprit que Benjamin avait tout monté,
Et Nathaniel avait aidé à détruire un homme innocent. Et 15 ans plus tard, il avait détruit la fille de cet homme aussi. Il conduisit à l'adresse que le chauffeur avait notée, l'endroit où vivait Sofia. C'était un bâtiment de 3 étages avec de la peinture écaillée et un escalier en métal rouillé qui grinçait à chaque pas. Nathaniel monta à l'appartement 2B et frappa à la porte. Ryan. Il frappa à nouveau. Silence. Elle est partie, dit une voix derrière lui. Nathaniel se tourna. Une femme plus âgée se tenait dans l'encadrement de la porte voisine, portant une robe fleurie et tenant un chat orange qui semblait le juger. « Mademoiselle Laurent » demanda Nathaniel. « Jace-cha. Elle est partie tôt hier, a pris une valise, et n'est jamais revenue. Savez-vous où elle est allée » La femme l'étudia de la tête aux pieds. « Vous êtes l'homme à la voiture chic » Nathaniel hésita. « Je le suis alors. »« Non, je ne sais pas. Et si je savais, je ne vous le dirais pas. » la porte a Onès. Il vérifia la ruelle. Vide. Il essaya la maison Azalée, le restaurant où ils s'étaient rencontrés. Ryan. Il appela le seul numéro qu'il avait pour elle. Déconnecté. Sofia était partie, et Nathaniel réalisa trop tard qu'elle ne fuyait pas de lui. Elle se protégeait. Quand il retourna à la ruelle pour la 3e fois, il le trouva. Accroché à un clou dans le mur de briques, se balançant légèrement dans la brise, était un morceau de papier plié. Il le prit, l'ouvrit. Il reconnut l'écriture instantanément. Ces lettres tordues mais expressives qui signaient ses peintures. Ne gardez pas ce que vous ne comprenez pas. Ni les gens, ni l'art. Nathaniel le lut 3 fois, et puis il comprit. Il avait gardé Victoria comme on garde une œuvre d'art chère, pour le statut, pour l'image, parce que tout le monde s'y attendait. Et il avait essayé de garder Sofia de la même façon comme une expérience, un bouclier, quelque chose qu'il pouvait contrôler. Mais Sofia n'était pas faite pour être gardée. Elle était faite pour être vue, admirée, respectée, et il avait échoué à tout ça. Quand il revint au manoir, il était presque minuit. La maison était silencieuse, vide, froide. Il entra dans le bureau, jeta ses clés sur le bureau, et c'est alors qu'il le vit. Le collier en verre vert que Sofia avait laissé dans la voiture. Il était là sur le bureau en acajou poli, brillant doucement sous la lampe, et à côté, la petite étiquette froissée, Art avec âme. Nathaniel s'assit lourdement dans son fauteuil. Il prit le collier, sentant son poids dans sa main. Et pour la première fois en année, il ne savait pas quoi faire. « Monsieur » vint une voix de la porte. C'était Thomas, le majordome, qui travaillait dans la maison depuis 20 ans et avait vu Nathaniel grandir. « Qu'y a-t-il, Thomas ?»« Je voulais juste demander si vous aviez besoin de quelque chose. Du thé, du café, être du whisky pour noyer vos chagrins. » Nathaniel sourit presque. « Non merci. » Thomas hocha la tête, mais avant de partir, il s'arrêta et dit doucement. « On dirait que le maître a été restauré à l'intérieur, mais qu'il a encore besoin d'une couche de vernis. » Nathaniel leva les yeux surpris. « Quoi ?» Thomas donna un faible sourire. « C'est quelque chose que mademoiselle Sophia dirait, j'imagine. Elle avait une façon avec les mots. » A Corrigia Nathaniel. « Elle a une façon avec les mots. »« Bien sûr, monsieur, mon erreur. » Et il partit, fermant la porte derrière lui, laissant Nathaniel seul avec les fantômes de sa propre conscience. Il était 2 heures du matin quand Benjamin apparut. Il ne frappa pas. Il entra juste comme si le manoir lui appartenait aussi. « Je pensais que tu dormirais, » dit-il, en se versant un verre du décanteur sans demander. « Qu'est-ce que tu veux, Benjamin ? Venir voir comment tu tiens le coup. Nuit difficile, hein ? T'as rendez-vous expulsé pour vol. Gênant. » Nathaniel serra sa prise sur le collier. Elle n'a rien volé. Benjamin rit. Bien sûr que si. Tout le monde l'a vu. Le collier venait de la collection Ellis. Il ne l'était pas, dit Nathaniel, sa voix dangereusement calme. Il appartenait à sa grand-mère. Elle travaillait pour notre famille. C'était un cadeau. Benjamin se figea, son verre à mi-chemin de sa bouche. Tu ne peux pas le prouver. Nathaniel ouvrit le tiroir du bureau, en sortit un dossier, et le jeta devant lui. Je peux. Benjamin regarda le dossier, puis Nathaniel. Le sourire disparut. C'est quoi ça ? Des preuves, contrat falsifié, témoins payés, images de sécurité de toi ordonnant la destruction des peintures de Sofia. Tout ce qu'il me faut pour te détruire. Benjamin parlit. Tu ne le feras pas. Pourquoi pas ? Parce que nous sommes famille. Parce que ça ruinera le nom Ellis. Parce que je me soucie, plus de la réputation de l'entreprise que de la vérité. Nathaniel se leva, yeux fixés sur son cousin. Tu as raison. Je m'en souciais. Benjamin claqua le verre sur le bureau. Si tu fais ça, je t'emmènerai avec moi. La presse adorera entendre comment le PDG d'Ellis Enterprise a aidé à ruiner un homme innocent. Il y a 15 ans. Je cesse, dit Nathaniel calmement. Et je l'assumerai parce que contrairement à toi, j'ai encore quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Oh ouais. Et c'est quoi ? Mon humanité. Le silence qui suivit fut lourd, épais.
Benjamin prit le dossier, le regarda, et lentement sourit. « Tu fais ça pour elle, hein ?» La femme mendiante. Nathaniel ne répondit pas. Benjamin rit bas, et cruel. « Comme c'est pathétique. Sors de ma maison, Benjamin. » Avec plaisir. Il marcha jusqu'à la porte, s'arrêta, se tourna. « Mais juste pour que tu saches, elle est partie, hein? Donc, même si tu blanchis son nom, même si tu me détruis, elle ne reviendra pas parce qu'au final, tu as choisi le mauvais camp. » Et il partit, claquant la porte. Nathaniel resta dans le bureau. La maison semblait plus grande que jamais, plus vide, plus froide. Il regarda autour, les meubles chers, les vieilles peintures, les tapis persans, tout impeccable, tout parfait, tout creux. Et il réalisa que Sophia avait raison. Il ne comprenait rien. Ni l'art, ni les gens, ni lui-même. Mais peut-être qu'il était encore temps d'apprendre. Le lendemain matin, une enveloppe fut livrée au Charleston Cultural Tribune. À l'intérieur il y avait des documents, photos, contrats, et une lettre signée par Nathaniel Ellis. Ethan Harper l'ouvrit, la lut, et sourit. « Sophia, appela-t-il, vous devez voir ça. » Sophia regarda les papiers étalés sur le bureau d'Ethan comme s'ils étaient des pièces d'une scène de crime, parce que techniquement ils l'étaient. Contrat falsifié, email supprimé mais récupéré, transfert bancaire suspect, et une lettre signée par Nathaniel Ellis confessant tout. « Il m'a envoyé ça, » dit Ethan, en poussant les papiers vers elle. « Tout ce qu'il nous faut pour prouver que votre père était innocent. Que Benjamin l'a piégé. » Sophia prit la lettre, la lisant lentement, et elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas du soulagement, pas de la gratitude, de la confusion. « Pourquoi a-t-il fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Ethan haussa les épaules. Culpabilité, rédemption, amour non retourné? Sophia lui lança un regard. « Ce n'est pas de l'amour. »« Bien sûr que non, » convint Ethan, souriant. « Mais ça ferait un super titre. » Elle leva les yeux au ciel et continua à lire les documents. Et c'est alors qu'elle le vit. Nathaniel n'avait pas juste envoyé des preuves. Il avait envoyé un plan. Et ce plan impliquait une vente aux enchères de charité au manoir Grove, le même endroit où elle avait été humiliée. « Il est fou, » murmura-t-elle. « Peut-être, » dit Ethan. « Mais c'est le genre de fou qui vend des journaux. » Pendant que Sophia traitait tout dans la salle de rédaction de l'autre côté de la ville, Nathaniel était dans le sous-sol d'Ellis Enterprise en train de faire quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Pénétrer par effraction dans ses propres archives. Techniquement, ce n'était pas une effraction. Il était le PDG. Il avait accès à tout. Mais y aller à 3 heures du matin avec une lampe torche et une clé maîtresse volée dans le coffre de la secrétaire, sentait définitivement le crime. C'est ridicule, marmonna-t-il pour lui-même. En ouvrant le 3e tiroir d'un classeur poussiéreux que probablement personne n'avait ouvert depuis 2010, il cherchait une chose spécifique. Les registres d'inventaire originaux du manoir Ellis d'il y a 15 ans. Parce que si Benjamin avait piégé Henri Laurent, la preuve serait là, cachée, mais là. Nathaniel chercha pendant 2 heures. Il trouva de vieux contrats, factures de restauration, reçus d'enchères, et puis au fond du dernier tiroir, sous une pile de documents jaunis, il le trouva, un dossier avec l'étiquette déchirée, mais on pouvait encore lire inventaire 2010 œuvres restaurées. Il l'ouvrit et se figea parce que là en noir et blanc était la liste complète des œuvres qu'Henri Laurent avait restaurées, et à côté de chacune la signature de l'expert responsable. Robert Hall, le même homme qui avait confirmé le vol. Et en bas, écrit à la main dans une écriture que Nathaniel connaissait bien, clôturé avant que Laurent ne remarque le détournement, Benjamin Ellis. Nathaniel sentit la colère monter comme du feu parce que ce n'était pas juste un stratagème. C'était prémédité, planifié, cruel, et il était tombé dedans comme un idiot. Il prit des photos de tout avec son téléphone, glissa le dossier sous son bras, et quitta le sous-sol comme un voleur dans sa propre entreprise, mais quand il atteignit l'ascenseur, il réalisa qu'il y avait un problème. Il n'était pas seul. La réunion du conseil le lendemain matin fut, pour le moins, tendue. Benjamin était là, souriant comme toujours, assis au bout de la table comme s'il possédait l'endroit. Victoria était là aussi, en tant que consultante externe invitée par son cousin, ce qui était ridicule, mais personne n'avait le cran de le questionner. Et Nathaniel était au milieu avec une clé USB dans sa poche et de la sueur coulant sur son front. « Alors, Nat, commença Benjamin, bien trop décontracté. As-tu des mises à jour sur l'audit interne ?» Nathaniel s'éclaircit la gorge. « Oui. En fait, j'ai apporté des documents intéressants. » Il se leva, brancha la clé USB dans le projecteur, et l'alluma. La première image était le contrat falsifié de 2010. La salle devint silencieuse. « Comme vous pouvez le voir, » commença Nathaniel en essayant de paraître professionnel. « Il y a des incohérences dans les registres d'inventaire du manoir Ellis, spécifiquement liées à... » Il trébucha sur le câble du projecteur. L'écran s'éteignit. « Merde » marmonna-t-il en essayant de le rallumer. Benjamin laissa échapper un rire bas. « Mode espion désactivé, cousin. »
Quelques personnes rirent. Nathaniel scented son visage chauffer. Juste une seconde, dit-il, en tripotant les câbles comme s'il savait ce qu'il faisait. Spoilé, il ne savait pas. Après 3 minutes gênantes, la secrétaire entra et répara tout en 5 secondes. Merci, Karen, murmura Nathaniel. Devine, Monsieur Ellis. Il prit une profonde inspiration et continua. Comme je disais, il y a des preuves que des œuvres ont été détournées, et qu'un employé innocent a été blâmé. Les images commencèrent à défiler. Contrat, email, transfert, et puis la dernière image, un enregistrement de caméra de sécurité daté d'une semaine, montrant 2 hommes entrant dans la ruelle où Sophia gardait les peintures et détruisant tout. Les caméras de sécurité du bâtiment d'à côté ont tout capturé, expliqua Nathaniel. Les hommes ont été embauchés par une société de services généraux enregistrée au nom de Benjamin Ellis. La salle explosa en murmures. Benjamin se leva, son visage rouge. C'est ridicule. Tu inventes ça pour me piéger. Non, répondit Nathaniel calmement. J'expose ce que tu as fait. Victoria se leva aussi, ses yeux flamboyants de colère. Tu ne peux pas faire ça, Nathaniel. Ça détruira l'entreprise. Non, corrigea-t-il. Ça la sauvera parce que pour la première fois, nous allons agir avec intégrité. Il éteignit le projecteur, regarda autour de la table. Je vais organiser une vente aux enchères de charité au manoir Grove dans 2 semaines et là je présenterai ces preuves publiquement avec des excuses formelles à la famille Laurent. Tu as perdu la tête, siffla Benjamin. Peut être, convint Nathaniel. Mais c'est la bonne chose à faire. Et il sortit de la salle, laissant le chaos derrière. Cette nuit-là, Nathaniel rentra et trouva Thomas qui l'attendait à la porte. Monsieur M. Benjamin était ici. Il a pris des choses du bureau. Nathaniel courut au bureau. Le tiroir était ouvert. Vide. Le dossier original avait disparu. Merde, marmonna-t-il, en passant une main dans ses cheveux. Mais puis il regarda l'ordinateur et se rappela. Il avait tout sauvegardé et envoyé à Ethan Harper. Benjamin pouvait détruire l'original. Mais la vérité était déjà dehors. Et il n'y avait pas de retour en arrière. De l'autre côté de la ville, Benjamin tenait le dossier au-dessus d'une cheminée allumée. Victoria se tenait à côté de lui, bras croisés. « Brûle-le » dit-elle froidement. Benjamin hésita. « Si je brûle ça, on perd toute chance de négocier. Et si tu ne le brûles pas, on perd tout. » Il regarda le dossier, puis le feu et le jeta dedans. La flamme avala les papiers en secondes. Mais ce qu'il ne savait pas était que Nathaniel avait déjà gagné parce que la vérité n'a pas besoin de papier pour exister. Elle a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la dire. Et Nathaniel avait enfin trouvé ce courage. La salle de bal du manoir Grove n'avait jamais paru si lumineuse. Des lustres fraîchement polis, des fleurs blanches sur chaque table, et une file de voitures de luxe à l'entrée qui ressemblait à un défilé de la Fashion Week de New York. Tout le monde était là. L'élite de Charleston, les noms qui comptaient, les visages qui apparaissaient dans les magazines, et ils étaient tous venus pour la même raison, assister à la vente aux enchères de charité la plus attendue de l'année, organisée par Nathaniel Ellis, au nom de la restauration et de la justice sociale. Ce que personne ne savait était que la restauration avait un sens beaucoup plus littéral qu'il ne l'imaginait. Victoria rayonnait, une robe dorée qui scintillait sous les lumières comme un trophée vivant. Cheveux parfaits, un sourire fixé sur son visage comme s'il y avait été peint. Elle se tenait sur la scène à côté de Benjamin, saluant les invités, posant pour des photos, agissant comme si elle était l'hôtesse officielle de l'événement. Et techniquement, elle l'était parce que Nathaniel lui avait demandé à elle et Benjamin d'aider à l'organisation, comme un geste de bonne volonté, une réconciliation familiale. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. « Merci à tous d'être là ce soir », dit Victoria dans le microphone, sa voix douce comme du miel empoisonné. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'art, la culture, et l'engagement de la famille Ellis envers la communauté de Charleston. Des applaudissements polis remplirent la salle. Benjamin sourit à côté d'elle, main dans les poches, confiant, parce qu'il pensait avoir gagné, qu'il avait détruit les preuves que Nathaniel avait abandonnées. Mais puis les lumières vacillèrent et changèrent. Une porte latérale s'ouvrit et Sophia entra. Pas en robe de bal, pas en talons hauts, mais en jean, un chemisier blanc simple, et des bottes usées. Et dans ses mains, elle portait une toile, une peinture. La peinture du domaine que Nathaniel avait achetée d'elle des mois plus tôt, la première, seulement maintenant elle était différente, restaurée. Mais les cicatrices du vandalisme étaient encore là. Des déchirures cousues avec du fil doré. Des taches de peinture intégrées au paysage comme partie de son histoire. Kintsugi, l'art japonais de réparer ce qui est cassé avec de l'or. Seulement c'était la version Sophia Loren. Toute la salle se tourna vers elle. Les murmures commencèrent à onduler dans la foule. Qui est-elle? N'est-ce pas la fille du scandale des fiançailles? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Victoria se figea sur la scène. Son sourire disparut. Benjamin s'avança, les yeux plissés. Qu'est-ce que vous faites ici? Cracha-t-il presque. Sophia s'arrêta au milieu de la salle.
Elle posa la peinture sur un chevalet vide qui avait été placé là à dessein, grâce à Ethan Harper, qui filmait tout discrètement depuis le fond. Puis elle regarda droit Victoria. « Salut, chérie. Je suis venue reprendre ce qui est à moi. » « C'est une violation de propriété, dit Victoria, sa voix tremblante. « Sécurité. » Mais avant que quiconque ne bouge, Nathaniel monta sur la scène, sans courir, sans paniquer, calme, contrôlé, comme un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. « En réalité, dit-il en prenant le microphone des mains de Victoria, elle a été invitée par moi. » La salle explosa en murmures plus forts. Benjamin s'avança. « Qu'est-ce que tu fais, Nathaniel ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a 15 ans, répondit-il en fixant son cousin. La bonne chose. » Puis, d'un geste, les lumières de la salle de bal s'éteignirent et le projecteur s'alluma. La première image était un contrat falsifié de 2010, avec la signature contrefaite de Benjamin Ellis à côté du nom d'Henri Laurent. « Voici le contrat utilisé pour accuser Henri Laurent de vol, » expliqua Nathaniel, sa voix résonnant dans la salle. Un homme innocent, un restaurateur brillant détruit par un mensonge. Diapositive suivante. Transfert bancaire de Benjamin Ellis à Robert Hale, l'expert qui avait confirmé le vol, et voici la preuve que tout a été acheté, planifié, exécuté. Plus de diapositives, emails supprimés, notes manuscrites, images de sécurité montrant des hommes détruisant les peintures de Sophia dans la ruelle. Chaque image frappait comme une bombe et la salle de bal était en choc absolu. Benjamin essaya d'éteindre le projecteur. Nathaniel bloqua son camin. Deigoja. Siffla Benjamin. Non. Victoria descendit de la scène en essayant de s'éclipser, mais Ethan apparut à la porte en continuant de filmer. « Je n'ai rien fait » cria-t-elle désespérée. C'était tout Benjamin. Je ne savais rien de tout ça. C'est un mensonge, dit Sophia, sa voix calme et tranchante. Vous saviez. Vous avez toujours su. Et vous avez choisi son camp parce que c'était pratique. Victoria la foudroya du regard avec une haine pure. Vous n'êtes qu'une attention. Sophia Coupansouliant. Vos mots sont enregistrés et vous n'avez déjà pas une super journée, chérie. Quelqu'un au fond rit, puis un autre et un autre. Et Victoria réalisa trop tard qu'elle avait perdu. On dirait que les rôles sont inversés, hein? Dit Sophia en inclinant la tête. Et la salle explosa. La moitié applaudit. L'autre moitié resta bouche bée. Mais tout le monde comprit une chose. La vérité avait gagné. 2 agents de sécurité, vrais cette fois, pas ceux que Benjamin avait achetés, entrèrent dans la salle avec 2 détectives de la police de Charleston. Benjamin Ellis. L'un d'eux appela en montrant un badge. Benjamin Retzula. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez rien qui tiendra au tribunal. En réalité, dit le détective en brandissant un mandat. Nous avons assez de preuves pour fraude, falsification de documents, et destruction de propriété privée, donc oui, nous le pouvons. Et tandis qu'ils emmenaient Benjamin menotté, il cria à Victoria, « Sortez-moi de là. Payez ma caution. » Mais Victoria était déjà partie, filant par la porte de derrière, parce qu'au final, elle choisissait toujours elle-même. Quand la salle commença enfin à se vider, Sophia se tint devant la peinture restaurée. Nathaniel s'approcha lentement. « Vous êtes venu, dit-il doucement. Ethan m'a convaincu, répondit-elle, toujours en regardant la peinture. Il a dit que je devais voir ça, que vous aviez fait quelque chose d'inattendu. Et qu'en avez-vous pensé? Sophia le regarda enfin. Je pense que vous avez pris trop de temps, mais au moins vous l'avez fait. Il sourit, triste, mais plein d'espoir. Je suis désolé pour tout. Je sais, et je me demandais si vous me donneriez une chance de réparer ça pour de vrai cette fois. Sophia le regarda longuement, puis lentement elle pointa la peinture. Vous voyez ces cicatrices? Demanda-t-elle. Elles ne disparaissent pas, mais maintenant elles font partie de l'œuvre. Et d'une certaine façon, elles la rendent plus belle. Nathaniel comprit. Alors, pouvons-nous réessayer? Sophia ne répondit pas tout de suite. Mais puis, à sa surprise, elle tendit la main. Nous le pouvons, mais cette fois, pas de mensonge, pas de jeu, pas de silence. Il prit sa main. Pass the silence. Et pour la première fois en semaine, ils sourirent tous les deux. Pour de vrai. Dehors, Victoria monta dans un taxi et appela un numéro inconnu. J'ai besoin de quitter la ville maintenant. Et elle disparut dans la nuit. Mais ce qu'elle ne savait pas était que l'histoire ne faisait que commencer parce que Nathaniel avait encore une surprise. Et cette fois Sophia allait adorer. Nathaniel Ellis avait affronté des conseils d'actionnaires, des négociations hostiles, même un procès fédéral. Mais il n'avait jamais été nerveux devant la porte d'un café de quartier. Jusqu'à maintenant. Il regarda à travers la vitre embuée. À l'intérieur, assise à une table d'angle, Sophia esquissait quelque chose sur une serviette en papier, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Son chemisier avait des taches de peinture et elle mâchait le bout de son stylo comme si elle résolvait un problème de maths impossible. Et Nathaniel réalisa à cet instant précis qu'il était complètement amoureux, ce qui était un problème parce qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire à ce sujet. Alors,
Il prit une profonde inspiration, ajusta le paquet sous son bras, et entra. La cloche au-dessus de la porte sonna. Sophia leva les yeux et se figea. « Salut » dit Nathaniel en s'arrêtant à quelques pas de la table. « Salut » répondit-elle lentement comme si elle testait le mot. « Puis-je m'asseoir » Sophia le regarda, puis la chaise vide, puis lui à nouveau. « Ça dépend. Êtes-vous venu vous excuser encore, ou y a-t-il quelque chose de nouveau dans le scénario » Nathaniel sourit presque. « Quelque chose de nouveau ? Ok, alors asseyez-vous. » Il s'assit et posa le paquet sur la table. Sophia le regarda avec suspicion. « Si c'est une robe chère et une note disant « Soyez quelqu'un d'autre », je vous jette du café chaud à la figure. »« Ce n'est pas, » assura Nathaniel. « Ouvrez-les. » Elle hésita, puis lentement déballa le papier brun. À l'intérieur il y avait un set de pinceaux, neufs, de haute qualité, du genre que les vrais artistes utilisent, pas ceux des magasins de bricolage. Et à côté, un cadre en bois simple, vide. Sophia le prit, le tourna, et vit quelque chose gravé au dos. Pour Sophia, qui restaure ce que d'autres cassent. « Oh !» Ella resta silencieuse un long moment. « Vous avez gravé ça » demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai essayé. C'est un peu tordu. C'est parfait. » Nathaniel sourit, un petit sourire sincère. « J'allais vous apporter des fleurs, dit-il. Mais puis j'ai pensé, les fleurs meurent, et vous méritez quelque chose qui dure. » Sophia tint le cadre comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. « Parce que vous avez restauré plus qu'une peinture, dit Nathaniel, sa voix stable mais douce. Vous avez restauré ce qui restait de moi. » Sophia cligna les yeux. Une fois. 2 fois. Puis, à sa surprise, elle commença à rire. Pas un rire moqueur, mais un nerveux. Du genre qui s'échappe quand on ne sait pas si on doit pleurer ou embrasser quelqu'un. « Waouh » dit-elle en s'essuyant les yeux. « Vous venez juste d'utiliser une métaphore de restauration dans des excuses. C'est ridiculement ringard, je sais, et j'ai un peu adoré. » Nathaniel se détendit. Pour la première fois depuis qu'il était entré, il se sentit comme s'il avait être une chance. « Alors, pouvons-nous essayer pour de vrai cette fois » Sophia ouvrit la bouche pour répondre et fut interrompue par une voix bien trop joyeuse pour 8 heures du matin. « Bonjour, tourtereau. » Ils se tournèrent tous les deux. Le serveur, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise et un tablier taché de café, se tenait à côté de la table avec un sourire bien trop large. « Vous voulez du café, des toasts, ou on passe directement à la fin heureuse » Sophia manqua de cracher son café. « Pardon. Quoi » demanda-t-elle en essayant de ne pas rire. « Oh, détendez-vous, chérie, » dit le serveur en faisant un clin d'œil. « J'ai travaillé ici 20 ans. Je reconnais une excuse romantique quand j'en vois une. Alors, dites-moi, table pour 2 ou fin heureuse » Nathaniel devint rouge. Sophia éclata de rire. Et le serveur resta là à attendre une réponse comme s'il animait un jeu télévisé. 2 cafés. Nathaniel parvint à dire en essayant de reprendre contenance. Et être des toasts. Être. Le serveur répéta de façon dramatique. Fils, vous avez besoin de plus de confiance. Elle rit déjà. Vous avez gagné. Il s'éloigna en sifflotant une mélodie romantique des années 80. Sophia s'essuya les larmes de rire. J'adore cet endroit. Nathaniel soupira, mais il souriait. Allez-vous toujours me gêner ? Probablement, dit-elle en prenant un des nouveaux pinceaux et en le faisant tourner entre ses doigts. Mais seulement parce que vous le méritez. Il ne discuta pas. Puis le silence revint, mais il était différent maintenant. Pas le silence lourd du passé, le genre confortable. Celui qui existe entre des gens qui se comprennent vraiment. Jusqu'à ce que Sophia le brise. J'ai peur. Admit-elle doucement. Nathaniel fronça les sourcils. De quoi ? De croire à nouveau. De faire confiance. Elle s'arrêta, cherchant les mots. D'aimer, parce que l'amour est plus effrayant que la solitude. Il resta silencieux, laissant les mots s'installer. Pourquoi ? Demanda-t-il doucement. Parce que je connais la solitude. Je sais comment y survivre. Mais l'amour ? Sophia regarda le cadre vide. L'amour est risqué. C'est donner des morceaux de soi à quelqu'un et espérer qu'il ne les casse pas. Nathaniel tendit lentement la main sur la table en lui laissant le temps de décider. Et si je promets de ne pas les casser ? Vous ne pouvez pas promettre ça, dit Sophia, mais posa quand même sa main sur la sienne. Personne ne peut. On blesse toujours les gens qu'on aime, même sans le vouloir. Puis on apprend à restaurer. Nathaniel répondit en tenant sa main avec des cicatrices dorées et tout. Kintsugi Humane. Exactement. Elle regarda sa main sur la sienne, sentant la chaleur, la stabilité, la promesse tranquille. Puis lentement elle hocha la tête. D'accord, essayons. Mais lentement, sans pression, sans grandes attentes. Sans grandes attentes, répéta-t-il. Juste du café du matin. Le café du matin semble bien. Le serveur revint avec leur café et une tranche de toast que personne n'avait commandé,
mais qui venait avec un petit cœur dessiné en confiture sur l'assiette. Offert par la maison, dit-il en faisant encore un clin d'œil. Sophia leva les yeux au ciel mais souriait. Et tandis que les deux partageaient le toast et parlaient de tout et de rien, de l'art, des plans futurs, de comment Nathaniel avait brûlé sa première tentative de dorure du cadre, une chose devint claire, ils n'étaient pas prêts. Mais ils étaient disposés, et parfois c'est tout ce qui compte. De l'autre côté de la rue, cachée derrière une voiture, Victoria regardait par la fenêtre du café, les yeux plissés, son téléphone à la main, tapant un seul message, « Ils sont ensemble. » Tant pour le plan B. Et tandis qu'elle appuyait sur envoyer, un sourire froid, calculé se répandit sur son visage. Parce que si elle ne pouvait pas avoir Nathaniel, personne ne le pourrait. Victoria envoya le message et attendit. La réponse vint quelques secondes plus tard. Lecho. Opération en cours. Elle sourit, glissa le téléphone dans son sac, et s'éloigna des ombres. Mais ce que Victoria ne savait pas était que de l'autre côté de la rue, Ethan Harper regardait aussi, caméra allumée, enregistrant tout. Et quand elle tourna au coin, il envoya la vidéo à Nathaniel avec un seul message. Elle n'a toujours pas appris, mais nous, oui. Le plan B de Victoria annulé avant même d'avoir commencé parce que cette fois ils étaient prêts. Un an plus tard, la salle de bal du manoir Grove était méconnaissable. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce que ce qui se passait à l'intérieur était complètement différent. Au lieu de tables divisées par nom de famille et statut social, il y avait des tables rondes décorées de peintures faites par des enfants. Au lieu de fleurs chères, il y avait des vases avec des tournesols colorés simples. Et au lieu d'une atmosphère tendue, compétitive, il y avait du rire. Beaucoup de rire. Parce que ce n'était pas un gala d'élite. C'était le premier bal de charité de la Fondation Laurent. Créé par Sophia et Nathaniel pour soutenir les artistes de rue, les restaurateurs indépendants, et quiconque croyait que l'art n'avait pas de prix, seulement de la valeur, et elle était pleine. Sophia se tenait au centre de la salle en parlant avec un groupe d'adolescents qui participaient au programme de mentorat de la Fondation. Elle portait une robe bleu pâle légère qui flottait quand elle bougeait. Ses cheveux étaient attachés avec un foulard coloré peint à la main, un cadeau d'un des enfants. Elle était la même femme du trottoir, seulement maintenant rayonnante. « Alors, Sophia ?» demanda timidement une des filles, « est-ce vrai que vous vendiez de l'art dans la rue avant tout ça ?» Sophia sourit. « Vrai, juste devant la maison Azalée avec un vieux chariot et une enseigne qui disait « Art avec âme ». Et Nathaniel a acheté une de vos peintures. Il l'a fait, et il a marché dans un pot de peinture bleue en le faisant. Les enfants rirent. « Alors maintenant, êtes-vous comme ensemble ?» Sophia regarda de l'autre côté de la salle où Nathaniel essayait et échouait lamentablement à apprendre à un groupe d'enfants à valser. Une petite fille de 7 ans marchait littéralement sur ses pieds à chaque mouvement. « Désolé, monsieur Ellis, rit-elle. « Ce n'est rien, Emma, » répondit Nathaniel en essayant de ne pas boiter. « Tu te débrouilles bien. Essaie juste de marcher sur le sol entre mes pieds, pas dessus. »« J'essaie. »« Je sais, mais mes orteils essaient aussi de survivre. »« Tout est la salle l'élite. » Sophia leva les yeux au ciel, mais elle souriait. « Ouais, » dit-elle en regardant à nouveau les filles. « Nous sommes ensemble, et il est terrible pour danser avec des enfants. Mais est-ce qu'il vous aime ?» Sophia s'arrêta. Puis elle hocha lentement la tête. Il le fait à sa façon maladroite, mais il le fait. Et les filles soupirèrent comme si elles regardaient un film romantique. Quand vint le moment du discours, Sophia monta sur la scène. La salle devint silencieuse. Chaque siège était pris. Artistes, familles, enfants, et même quelques membres de l'ancienne élite de Charleston qui avaient appris leur leçon, Sophia tint le microphone. Elle prit une profonde inspiration. « Salut » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je ne suis pas douée pour les discours, alors je serai direct. Riot Bass. Il y a un an, j'étais sur le trottoir, sans argent, sans espoir, pensant que personne ne se souciait du vrai art, seulement de l'art cher. » Elle s'arrêta et regarda autour, mais je me trompais. Parce que le vrai art n'a pas de prix, il a une âme. Et vous, pointa, elle le public. Vous l'avez prouvé. Chacun de vous qui est venu ce soir, qui a donné, qui a cru, vous avez prouvé que l'élégance ce n'est pas combien vous dépensez. Sophia leva le menton, ses yeux brillants. L'élégance c'est le respect, pas le prix. La salle explose en applaudissements. Les gens se levèrent. Certains pleurèrent, d'autres sourirent, et au fond, les enfants de la fondation commencèrent à imiter la danse que Nathaniel et Sophia avaient pratiquée, marchant exprès sur les pieds des autres et riant aux éclats, et Sophia réalisa que c'était le plus beau moment de sa vie. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel. Ce fut au milieu de la fête qu'elle apparut. Victoria, mais ce n'était pas la Victoria d'avant. Pas de robe dorée, pas de maquillage impeccable, juste une robe beige simple et cheveux tirés en une queue de cheval basique. Elle se tenait à l'entrée, hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait entrer. Sophia la vit en premier et se figea. Nathaniel apparut à ses côtés, suivant son regard. « Voulez-vous que je lui demande de partir » demanda-t-il doucement. Sophia resta silencieuse un moment,
puis lentement secoua la tête. Non, laisses la rester. Elle les traversa la salle vers Victoria. Les deux se tinrent face à face, ne disant rien pendant un long moment jusqu'à ce que Victoria parle, sa voix se brisant. Je suis désolé. Sofia ne répondit pas tout de suite. Elle la regarda juste. Êtes-vous désolé, ou avez-vous juste pitié de vous-même? Victoria baissa les yeux. Les deux probablement. Au moins vous êtes honnête. J'ai tout perdu, continua Victoria. Les fiançailles, ma réputation. Benjamin est en prison, et je n'ai personne. Sofia croisa les bras. Et vous pensez que je vais vous serrer dans mes bras et dire que c'est ok? Non, répondit Victoria en levant enfin les yeux. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends maintenant ce que vous avez ressenti, ce que vous avez traversé. Sofia resta silencieuse. Puis, surprenamment, elle tendit la main. Vous pouvez rester, mais si vous essayez quoi que ce soit, je vous peindrai comme la méchante dans toutes mes prochaines toiles. Victoria sourit presque. D'accord. Et elle serra la main. Ce n'était pas du pardon. Pas encore, mais c'était un début. À la fin de la nuit, quand la plupart des gens étaient déjà partis, Sofia se tint devant une peinture exposée sur le mur principal. C'était l'œuvre de son père. Restaurée, complète. Et en dessous, une petite plaque dorée disait « Henri Laurent, restaurateur, artiste, père ». Maintenant c'est vraiment complet. Nathaniel apparut à ses côtés, silencieux. Il serait fier, dit-il doucement. Sofia essuya une larme qui avait glissé sur sa joue. L'art trouve toujours son chemin vers ceux qui n'ont jamais abandonné, murmura-t-elle en touchant le cadre. Puis en se tournant vers Nathaniel, elle sourit. Merci d'avoir cru, d'avoir restauré, pour tout. Il prit sa main. Merci de m'avoir appris que certaines choses valent plus que l'argent. Comme quoi? Comme vous? Sofia leva les yeux au ciel, Mary. Vous êtes toujours ringard et vous êtes toujours parfaite. Ils restèrent là côte à côte devant la peinture, entourés d'œuvres d'art créées par des enfants qui avaient maintenant de l'espoir. Et ils réalisèrent que c'était le vrai chef-d'œuvre. Pas la peinture, pas la salle, pas l'argent, mais le genre d'amour qui restaure, qui guérit, qui transforme les cicatrices en or. Dehors sous le ciel étoilé de Charleston, Thomas le majordome regarda par la fenêtre et sourit. On dirait que le patron a enfin appris sa leçon, murmura-t-il pour lui-même. Puis il ferma la porte, les laissant seuls parce que certaines histoires n'ont pas besoin de témoins, seulement de fins heureuses. Mais en coulisses, Ethan Harper tapait déjà son prochain article, de sans-abri à humanitaire, la vraie histoire de Sofia Loren. Et quelque chose lui disait que cette histoire ne faisait que commencer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Sofia et Nathaniel. La femme du trottoir qui a restauré non seulement des peintures mais des cœurs brisés.